Hector Berlioz est un arrêt de tram à Grenoble. Mais aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça. Aujourd'hui, on revient sur le thème de la semaine dernière, la conquête spatiale, pendant la guerre froide. Donc la semaine dernière, on s'était arrêté à la création de la NASA, et donc là, on reprend la suite, quoi, en gros. Bon, on va tricher un peu, on va faire un petit bond de 2 ans pour se retrouver en 61. Entre-temps, bon, je vais expliquer brièvement, mais entre-temps, il s'est passé 2-3 trucs. En 59, l'Union soviétique a envoyé 3 sondes vers la Lune. L'une a fait un survol de la Lune, l'autre a tapé la Lune, et la dernière l'a prise en photo. Cette photo. Va falloir revoir la qualité à un moment, parce que là, c'est pas ouf. Hein. Eux, les Américains, en 59, envoient le premier hominidé dans l'espace. Bien joué ça. Un singe qui s'appelait Ham, c'était un petit chimpanzé qui avait juste trop la classe dans son habit d'astronaute, je suis désolé. Et ce coup-ci, il meurt pas là-haut. Contrairement à la chienne Laika. Non, 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 il revient sain et sauf en amérissant avec sa capsule dans la mer du coup. Ça, c'était le 31 janvier 1961. Bon, là, en gros, les deux puissances se tirent la bourre. Mais en vrai, les soviétiques restent quand même devant. Hein. Ils ont toujours un lanceur qui peut envoyer des trucs, là, ce coup-ci, même vers la Lune. Presque 400 kilos, d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Alors que eux, les Américains, ils ont un lanceur qui s'appelle le Mercury Redstone, qui est aussi un ancien missile balistique, qui est toujours pas dingue. Hein. Le missile fait 30 tonnes, c'est toujours pas la R-7 Semyorka. Quoi. Et le 12 avril 1961, qu'est-ce qui se passe le 12 avril? Dites-moi. Ah bah non, merde, non, c'est moi. C'est encore une fois les Américains qui mangent à coups de grande cuillère leur somme parce qu'ils se rendent compte que là, les Russes ont envoyé un homme dans l'espace. Un vrai, pas un mort. Un vrai homme vivant. Donc ils sont en train de boire des bols de somme. Et par contre, Yuri Gagarin, lui, est en orbite. Là, j'ai pris un peu un air à la Jamie Gourmand. Et oui, le 12 avril 1961, c'est la mission Vostok 1 qui décolle. Dans le vacarme et la chaleur intense que produit la R-7 Semyorka, toujours cette petite fusée, Yuri Gagarin doit sûrement, même très sûrement, se chier dessus. Parce que ça doit faire flipper à fond là pour le coup. Mais en fait, dans cette vidéo, on va expliquer le déroulé du vol de Yuri Gagarin. Parce que c'est quand même un sacré truc. À 6h07, il décolle de la base au Kazakhstan de Baïkonour, comme je l'ai dit, dans un énorme vacarme. L'ASA de Semyorka s'envole. Et dans sa radio, il se dit prêt et déterminé vraiment à partir dans l'espace. Il n'a pas peur apparemment. Je sais pas à quoi tournent les soviétiques, mais ça a l'air d'être puissant pour pas avoir peur. 2 minutes après le décollage, c'est les propulseurs latéraux qu'on avait vus sur la R-7 Semyorka qui se détachent. Et le vol continue, tout simplement. Il continue à prendre de la vitesse et de l'altitude. Ça s'arrête pas jusqu'à 28 000 km/h. À 6h12, l'étage principal se coupe et le second étage prend le relais. Et puis, quelques minutes après, la fusée atteint son apogée à 327 km et son périgée est à 180 km. Donc c'est à la limite d'une orbite elliptique. Hein. Elle n'est pas très très ronde, mais bon, c'est quand même correct. Et Gagarin dit bien que, honnêtement, il n'a pas peur. Enfin, tout se déroule bien, tout fonctionne, tous les systèmes fonctionnent, donc Gagarin, il est ok dans sa capsule. Sa capsule qui ressemblait à ça. Hein. C'est vraiment pas grand là pour le coup. Hein. Et lui, il est là-dedans pendant 1h30 à faire autour de la Terre, normal. À 7h, en fait, je parle en temps universel, donc avec le méridien de Greenwich, mais au Kazakhstan, je crois que c'est il y a 2 heures de décalage, donc c'est à 9h vraiment, il passe au-dessus du détroit de Magellan. Ici. Voilà. Son orbite ressemble à ça, à Gagarin, pour que vous compreniez un peu sa trajectoire. Donc il part d'un point rouge et il arrive à l'autre point rouge. À 7h04, il envoie un message aux bases au sol disant que tout est ok et le message n'arrive pas au destinataire. À 7h10, 10 minutes après le détroit de Magellan, il arrive à l'Atlantique Sud, au sud de l'Atlantique. Le soleil se lève, donc Vostok 1 voit la lumière du jour. Et là, Gagarin est à 15 minutes de la manœuvre de freinage. Bah oui, s'il freine pas, il continue de tourner à l'infini, et il sera encore en train de tourner. Mais depuis 61, ça fait une paire d'années. Et ben, chiant quoi. Donc il faut bien se positionner au bon moment, allumer les rétrofusées au bon moment et freiner et tomber. Grossièrement, c'est ça. À 7h13, Gagarin envoie un message du statut du vaisseau et il dit en gros que tout est ok. En fait, enfin vraiment, tout se passe bien. Et là, Moscou reçoit, bien reçu, et des petits bugs comme ça. Mais le message parvient. Bon, partiellement, certes, mais au moins il est reçu. À 7h18 et 7h23, il envoie des messages en mode tout va bien,
Mais c'est toujours pas reçu. Alors que normalement, ils sont censés les recevoir. Ça commence à être un peu bizarre. À 7h25, il arrive à la latitude de freinage. Donc là, faut qu'il allume les rétrofusées. C'est ce qu'il fait et ça marche. Les rétrofusées sont actionnées pendant 42 secondes, donc ça pousse dans le sens inverse de là où il va, en gros. Ça freine très très fort, quoi, on va dire. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est censé atterrir en URSS et la manœuvre se fait au-dessus de l'Afrique. Sur la côte ouest en plus, donc vraiment loin. Il est à plus de 8000 de sa zone d'atterrissage quand il actionne ses rétrofusées. De 7h25 à 7h35, quelques secondes après la fin de la manœuvre de freinage, les commandes sont envoyées et en gros son module, sa capsule doit se détacher du module. Sauf que pendant que le bouton est actionné pour le détachement, il y a des sangles qui restent accrochées. Donc la capsule est toujours accrochée au module. Et la capsule et le module restent attachés pendant une dizaine de minutes. Donc de 7h25 à 7h35. Et pendant ce temps-là, il est au-dessus de l'Afrique centrale, l'Égypte, par là. À 7h35, la rentrée atmosphérique commence. Et là, la capsule et le module sont toujours accrochés. Et ils commencent à entamer un peu des trajectoires anarchiques. En fait, ils commencent à tourner sur eux-mêmes et tout. En gros, il n'y a rien qui va. Gagarin prend très cher dans sa capsule. Il prend des jets d'accélération parce que ça tourne de partout, c'est n'importe quoi, il sait plus où il habite, quoi. Et ça se passe au-dessus de l'Égypte. Et au final, avec la rentrée atmosphérique et la chaleur intense que ça produit, les sangles brûlent et du coup lâchent. Et c'est drôle, mais la capsule prend automatiquement une trajectoire correcte. Hop, elle se calme très bien et elle continue sa descente. De 7h35 à 7h55, la descente continue. Hein, il arrive au-dessus de la Méditerranée et il y a une petite étoile filante comme ça dans le ciel. Tranquille pépère, j'ai envie de te dire, dans ta capsule, t'es bien. Juste ta capsule à l'extérieur, elle est à 2200 degrés, mais bon, ça va, ça va. Et là, on va se rendre compte des chiffres. Là, pendant la décélération, Gagarin il subit quand même une décélération de 8G pendant des bonnes minutes quand même. Et 8G, c'est 8 fois notre poids. Donc en gros, si Gagarin pèse 70 kg, 70 fois 8, ça fait un sacré truc. Donc il a pris très très cher pendant sa descente. Surtout qu'il y a un moment, rappelez-vous, il a tournoyé dans tous les sens. Donc il est un peu étourdi. Et là vous vous dites, c'est bon, la capsule va arriver, elle a bien ralenti, tac, elle va ouvrir ses parachutes et elle se pose dans le désert kazakh et c'est bon. Non, c'est pas comme ça à l'époque, c'est vraiment un autre délire. Et c'est vraiment pas drôle. À environ 7h55, la capsule est toujours à 7 km du sol, elle va toujours bien vite. La trappe de la capsule s'ouvre et Gagarin s'éjecte de la capsule pendant qu'elle est en train de rentrer dans l'atmosphère. Oui. Et en gros, à 2,5 km d'altitude, le parachute principal est déployé. Le vaisseau, lui, atterrit à 26 km de là, je sais plus trop où. J'y étais pas de toute façon. Le parachute de Gagarin, lui, s'est ouvert à 7 km d'altitude, celui des capsules à 2,5. Donc la capsule est descendue très vite, 2,5 km, hop, à 26 km de là, et Gagarin descend lui en ligne droite comme ça avec son parachute tranquillou bilou. Et c'est à 8h05 que Gagarin atterrit. Et il est vivant. Truc de ouf. Il y a même un témoignage de 2 écolières qui étaient dans le coin et elles ont dit qu'en gros il y avait une énorme boule de feu de 3 mètres de diamètre qui est tombée, qui a tapé le sol hyper fort, baf, qui est rebondi, retombé, etc. Donc si Gagarin était toujours dans la capsule à ce moment-là, il serait réduit en miettes, sûrement. Donc en fait c'était normal qu'il s'éjecte de la capsule pendant sa descente et qu'il atterrisse lui tout seul en parachute. Et les écolières qui ont vu cette scène ont dit qu'il y avait un trou énorme là où la capsule est atterrie. Donc ça a dû taper bien fort. Et Gagarin rapportera même que quand il est arrivé, qu'elles ont vu ce mec avec une combinaison spatiale, un énorme parachute et tout, elles ont été effrayées, prises de panique, elles sont parties. Et en gros, il lui a dit je viens en paix, appelez Moscou, je suis vivant. Un peu plus tard, les généraux rapporteront que c'était un premier vol orbital pour un homme et que Gagarin n'était pas censé revenir. Hein. Pour eux, il y avait peu de chances qu'il revienne parce que c'était vraiment hyper dangereux, le corps était vraiment mis à rude épreuve, c'était hyper rustique. Donc, pour eux, Gagarin était censé mourir pendant la rentrée ou même peut-être là-haut. Mais non, il est là, fier de ce qu'il a accompli. Ce mec est une machine, c'est tout. Ce mec, c'est un monstre. Et voilà, donc on en a fini pour le vol avec Gagarin. Et c'est quelques mois plus tard, le 5 mai, que Alan Shepard devient le premier américain dans l'espace. Sauf que, comme on l'a dit au début, Gagarin, il a fait un vol orbital. Donc il a tourné autour de la planète Terre. Lui, Alan Shepard, il a fait un vol parabolique. Grossièrement, il est monté et il est redescendu. Et oui, c'est quand même pas pareil
de monter, pousser comme ça pour faire un tour complet, donc atteindre presque 30 000 km/h, et juste monter, donc atteindre quand même une belle vitesse pour monter très haut, et ensuite redescendre. C'est quand même vraiment pas la même niveau technologie, on n'est pas du tout pareil. Surtout les conditions de vie dans une capsule qui fait un vol parabolique suborbital, elles sont beaucoup plus cool que une capsule qui fait un vol vraiment orbital. Enfin, c'est vraiment pas le même délire. Donc ouais, là, l'URSS, elle est toujours devant. Hein. Là, niveau technologie, les Américains, ils sont toujours lourdés pour le coup. Et en plus, rappelez-vous de la fusée Mercury Redstone, là, du début de la vidéo, Shepard, il est toujours parti avec ça, quoi. C'est vraiment un tout petit truc par rapport à la R7C Murka. Et en fait, c'est presque un an plus tard qu'un Américain, John Glenn, fera le tour de la Terre dans une capsule habitée. Et oui, c'est le 20 février 62. Et oui, rappelez-vous, Gagarin, c'était le 12 avril 61, et John Glenn, c'est le 20 février 62, qui fait son vol orbital. Donc l'URSS a toujours un an d'avance. Et ouais, c'est chaud ça. Et voilà, comment se termine le vol de Gagarin, comment se termine après quelques années la course avec... Enfin, la course n'est pas terminée, mais là où on en est, entre l'URSS et les Américains, l'URSS est toujours devant. Toujours, toujours, toujours. Ils sont vraiment forts pour le coup, ces soviets. Parce qu'on le verra aussi dans de prochaines vidéos. Dites-le moi si ça vous intéresse qu'on creuse vraiment, par exemple, vraiment la carrière de Korolev, les questions de budget, d'idéologie, tout ça, on pourra aussi les creuser. Toutes ces questions, pour que vous compreniez vraiment comment l'URSS a fait avec beaucoup moins de sous aussi. C'est quand même ça, ça faut le dire, parce que les Américains, ils avaient un peu budget illimité à la NASA. Pas l'URSS, hein. L'URSS c'était un système un peu bancal et ils ont quand même réussi à faire beaucoup avec ce système un peu bancal. Enfin bon, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager si elle vous plaît, comme ça on monte un peu les petits abonnés. Là on est presque 60, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon TikTok aussi, je poste pas très régulièrement des vidéos, il y en a déjà 3. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Je raconte un peu des histoires similaires et tout. Ça tourne autour toujours de la physique et trucs comme ça pour l'instant. Mais venez faire un tour, vous verrez de vous-même, c'est vachement cool. C'est pas mal TikTok parce qu'on peut choisir des musiques, même si elles sont pas libres de droit. Alors que sur YouTube, c'est compliqué. Enfin bon, jusque-là, portez-vous bien. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous.